Femme. 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 Bonsoir, bonjour, bienvenue sur le plateau de Femmes, le seul magazine qui donne la parole aux femmes, exclusivement aux femmes, sur tous les sujets qui nous intéressent. On va parler de politique, on va parler d'entreprise, on va parler de la Martinique, on va parler de New York, on va parler du monde, de culture. En fait, on parle de tout dans ce magazine. Le principe, je pense que vous commencez à le connaître, il est assez simple. Sur le plateau, avec moi, il y a deux femmes qu'on va découvrir ensemble au cours de cette émission qui dure entre 45 et 50 minutes. Restez avec nous, restez sur Zitata. Voilà, aujourd'hui je reçois Marie-Osier Lafontaine et Béatrice Bellé. Mais avant de parler de vous, mesdames, je voudrais juste rendre hommage à Max Monrose et à Mehdi Monrose qui ont travaillé sur le générique de cette émission et puis plus généralement sur le plateau de Femmes et le plateau de Zitata. Donc je trouve que c'est un beau travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très très beau. Moi j'aime bien chic, très chic, voilà. Et moi j'aime bien le générique d'ailleurs. Voilà, donc on a envie de danser un peu. On a envie de danser, c'est vrai. Marie-Osier Lafontaine, donc je vous laisse vous présenter. Oui, je suis Marie-Osier Lafontaine, je suis cofondatrice du réseau Business Mom, qui est un réseau de mamans entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur et aussi créatrice d'une newsletter dédiée aux femmes entrepreneurs qui s'appelle Osla. Et votre entreprise s'appelle Le Verbe et la Plume. Donc on va parler de branded content tout à l'heure, voilà, de marketing, de communication notamment. Béatrice Bellé n'est pas exactement dans le même créneau. Béatrice Bellé, c'est plutôt politique. Politique et puis collectivité publique. Alors je suis cadre des collectivités territoriales depuis près de 20 ans, tour à tour parce que j'aime changer, directrice des ressources humaines, en charge des affaires juridiques au Conseil général, puis de la mobilité. Du coup, j'ai été en charge de la mise en place du réseau de transport de l'espace sud, mais également, en effet, impliquée politiquement depuis aussi plus d'une vingtaine d'années. OPS, désormais première secrétaire fédérale de la Fédération socialiste de Martinique et secrétaire nationale à l'égalité réelle du Parti socialiste. Très capée, cette Martiniquaise, qui évolue dans les hautes sphères du Parti socialiste. Haute sphère. Non, mais qui évolue et qui montre que même à 8000 km, oui, on a quelque chose à dire. Oui, les femmes ont leur place, ou les femmes ont leur place déjà à la tête de mouvements politiques. Puisque c'est le cas en Martinique, et les femmes ont aussi leur place dans les instances de décision des partis, fussent-ils nationaux. Mais alors, donc, égalité réelle, c'est plus égalité réelle, donc c'était... On va y revenir plus longuement, mais bon, c'est pas seulement égalité entre hommes et femmes, c'est égalité sur tous les territoires nationaux, entre les Outre-mer, notamment Mayotte, Martinique, et les... Et les égalités territoriales. Économiques aussi. Et puis on a oublié de dire que vous étiez tête de liste à l'élection de la CTN du 20 et du 27 juin. Voilà. Vous êtes la deuxième femme. Et la Benjamine, la deuxième femme. Parce qu'en politique, parce que j'ai 45 ans et demi, alors c'est le seul moment... C'est un argument marketing là. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est le seul moment d'ailleurs où il faut un peu dire son âge. Oui. En général, on le cache. Et hier, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mon Dieu, mais c'est super que des jeunes comme vous... Alors je dis jeunes, 45, non mais des jeunes de 30 ans, d'habitude, mais là je dis bon, j'ai un peu 45 ans et demi et dans quelques mois 46 ans, donc voilà, 46 ans de l'expérience. Donc la Benjamine a 45 ans et le doyen a 85. En tout cas, vous êtes la deuxième femme. On a reçu Catherine Conconne dans cette émission, qui n'est pas, je le dis, qui n'est pas une émission politique, mais on va recevoir, le CSA nous impose. Je suis la première femme, parce que je suis la première à avoir déclaré ma candidature. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. En tout cas, donc, on a reçu Catherine Conconne et on se fait fort, même si ce n'est pas une émission politique, mais il y a les règles du CSA, de recevoir les femmes, une femme par liste, d'accord? Puis on espère que le CSA sera tranquille et ça se passe bien jusqu'à maintenant. Mais je le dis, hein, c'est pas une émission, on vend du programme avis aux amatrices. En tout cas, on est ravis de vous avoir, je suis ravie de vous avoir. On va découvrir un petit peu vos parcours, on va parler effectivement de politique, on va parler d'entreprise. Avant, en fait, je veux qu'on s'arrête pour une rubrique qui est un peu rituelle, c'est la rubrique Focus. Moi, j'adore parce que pendant le jingle, tout le monde, depuis le début, là, tac, 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 tac. Ah oui, alors là encore, petit chapeau et clin d'œil à notre ami Alain Surena,
voilà, ça me permet de le remercier, puisque c'est lui qui a fait la musique de ce jingle et de ce générique. Donc merci Alain si tu nous vois. Alors, Marie-Osier Lafontaine, Béatrice Bellé, le focus aujourd'hui, je vais vous proposer de voir cette image. Alors, c'est un arrêt sur image, une capture d'écran que je fais généralement sur Internet. Là, je crois que si tout va bien, on devrait voir cette image de... Voilà. Alors, c'est une petite vidéo qui a été prise sur... qu'on regarde là, qui a été prise sur Times Square. Et là, on voit une jeune femme, une jeune Martiniquaise qui s'appelle Meryl. Alors, je dis ça parce que Béatrice la connaît. Je crois que Marie aussi, vous la connaissez. Mais Béatrice, j'avais vu sur votre Facebook, c'était le 3 mai, il me semble. En fait, c'est la campagne Spotify, en fait, pour promouvoir précisément l'égalité et l'égalité homme-femme. Et alors, Meryl, qui est une rappeuse martiniquaise, s'est retrouvée sur un building de Times Square en plein Manhattan. Et donc, ça a duré je ne sais pas combien de temps. En tout cas, voilà, ça en jette, quoi. Oui, ça claque. Ça claque. Elle est à New York. Elle est à New York, à Times Square, qui est le lieu le plus touristique, finalement de Manhattan. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça... Parce que vous avez fait, tout de suite, vous avez réagi fière. J'étais heureuse. Heureuse, parce que c'est évidemment, lorsqu'on a déjà été à New York, on sait à quel point cet endroit-là a quelque chose de mythique. Enfin, on ne peut pas passer à Times Square sans se prendre une photo là, dans cette fourche précisément. Equal, en plus, c'est une plateforme lancée par Spotify pour justement valoriser la production et l'interprétariat féminin. Et la Meryl martiniquaise, et je suis fan et j'écoute en fait ces albums en boucle. Et j'ai là, en se lançant dans la politique, j'ai une petite musique qui me revient et où elle dit en lampe d'empoche moins pour toujours savent si mon pas capé de la route, quoi. Donc voilà, donc c'est garder le cap et c'est très féminin pour nous de garder. Et Marie, vous connaissiez Oui, je connais Meryl et j'aime beaucoup aussi, mon fils en est absolument fan. Il a 11 ans et il écoute Meryl en boucle, donc on écoute pas mal Meryl à la maison et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai beaucoup aimé cette chanson Bénie justement qui donne la force et qui trace le chemin. Voilà, on avance quoi qu'il arrive. Et puis Meryl, déjà c'est une jeune femme martiniquaise, donc forcément la fierté de la voir ici. Et puis aussi c'est une jeune femme qui ne se plie pas au code et aux diktats de la féminité et je trouve qu'elle est inspirante en ce sens. Elle est très jeune et elle s'affirme telle qu'elle est. Elle est authentique. Elle dit ce qu'elle a envie de dire, comme elle a envie de le dire. Elle est du Saint-Esprit. Je crois qu'elle est originaire du Saint-Esprit. Alors, j'aurais voulu qu'on regarde. C'est une vraie féministe. Hein. C'est une vraie féministe. C'est une super féministe. Mais alors, j'ai quand même envie. C'est une vraie féministe, mais qui évolue dans un milieu. Alors, je voulais qu'on regarde un clip. Bon, ça n'a pas été possible de le récupérer. C'était Bébé Conte. Qu'on s'arrête un petit peu parce que c'est pas n'importe quelle chanteuse artiste. Alors, elle est top liner. Elle écrit. Elle a commencé comme ça. Et puis, bon, elle se met depuis 2019. Elle a commencé par des mixtapes et puis maintenant elle a fait, c'était quoi c'est Jour avant caviar, je crois que c'était ça son tube. Moi je connais un morceau d'ailleurs, le refrain me vient dans la tête, la coucou là là, mais d'une façon générale, voilà, c'est joli ça. Alors ça pour le coup c'est féminin, j'ai envie de dire, mais l'iconographie, l'imagerie du rap, c'est quand même un truc assez viril, un peu masculin et de temps en temps quand même une certaine forme de, comment dire, de stéréotypes des femmes qui sont très déshabillées, qui sont sur des voitures, lascives, etc. Et pour le coup, alors, et à contrario, on a aussi cette espèce d'image un peu donc très street, où on parle d'argent, on compte les billets. Vous êtes à l'aise avec ça, vous? Non, enfin, à l'aise, je milite pas contre. Voilà, c'est un environnement artistique déjà, donc chacun décide finalement de ce qu'il veut faire apparaître et figurer dans l'art qu'il produit. Donc on va pas, moi je vais pas critiquer les artistes sur leur choix artistique, mais c'est bien qu'il y ait de l'altérité, qu'il y ait d'autres choses qui existent. Et Meryl comme d'autres, il y a d'autres artistes à l'époque. Moi j'écoutais beaucoup de rap et il y avait des artistes, en l'occurrence TLC ou autres, mais qui étaient pas du tout dans ce type de schéma, quoi. Je cherche là, j'ai une artiste en tête, mais je vais retrouver le nom. En France ou bien aux États-Unis? Aux États-Unis surtout. Voilà. Mais on a eu
comment elle s'appelle, Diams. On n'a pas eu beaucoup de femmes, c'est ça que je voulais vous dire. Marie, Oui, vous écoutez du rap, vous écoutez du rap. Bon, déjà, Oui, le hip-hop en Martinique, juste deux mots, le hip-hop en Martinique a moins fonctionné. Clairement que vous allez en Guadeloupe, il y a plus de hip-hop, bon, et bien sûr en région parisienne. Mais vous écoutez un peu de hip-hop, vous? Oui, moi j'écoute un peu de hip-hop, j'écoute de tout en fait, à part tout ce qui est death metal, hard metal, rock, etc. C'est pas forcément ma culture musicale, mais sinon oui, j'écoute de tout, j'écoute du rap, j'écoute du dancehall, j'écoute du zouk, de la salsa, enfin bon, voilà, j'ai des goûts assez éclectiques. Mais ce que j'aime bien justement avec Meryl, c'est qu'elle n'est pas tombée dans ce fameux piège de la femme sexualisée. Oui. Et je trouve ça intéressant, notamment pour les jeunes filles, d'avoir d'autres modèles que toutes ces femmes qu'on voit dans les clips de dancehall ou de rap qui sont toujours trop sexualisées. Et ça commence assez tôt. Hein. Ma fille a 8 ans, ses copines sont sur TikTok. Donc, je trouve que Meryl, voilà, elle offre autre chose, une autre image de la femme. Et c'est toujours très produit, c'est bien produit, ces clips. Hein, c'est très... Oui, c'est soigné. C'est soigné. Mais alors, c'est une travailleuse. Vous parliez de TLC, bon, dans le milieu du rap quand même, on parlait de Diams. Bon, Diams, elle a commencé en 2003. C'était effectivement, elle aurait pu faire carrière et puis finalement, elle est tombée malade. En fait, on lui a diagnostiqué une bipolarité et elle s'est convertie à l'islam. Et puis bon, il n'y a pas tellement de femmes en France que ça. Il y a Kazé, j'ai essayé de chercher, il y a Kazé, il y a Lady Lesty, il y a quoi, qui c'est qu'il y a, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Il y a peu de femmes. C'est un milieu qui est quand même très masculin, mais je pense que ça commence à changer. Donc, je pense qu'il y a bon espoir avec des jeunes filles justement comme Meryl pour que ça change. En tout cas, moi je voulais qu'on fasse un clin d'œil à Meryl. On aime Meryl. Salut Meryl. Meryl, si tu nous entends, viens sur Zitata, viens dans Forme. Mais bon, il paraît qu'elle n'est pas forcément dans nos eaux. En tout cas, good luck à Meryl. Et puis on est super fiers donc, de l'avoir vue ce 3 mai sur Times Square. On continue avec vous, mesdames. On va parler de vous plus spécialement dans Mots de Femme. Voilà, on reste sur le plateau de Forme avec mes deux invités, Marie-Osier Lafontaine donc de l'association Business Mom, qui est aussi chef d'entreprise, et puis Béatrice Bellé, qui est femme politique, secrétaire nationale, première secrétaire de la Fédération socialiste et candidate aux élections de la CTM. Marie, vous nous parlez de Business Mom. Donc c'est une association que vous avez montée en 2016. C'est ça, voilà. Il y a 5 ans, oui. Face à un constat, après avoir fait le constat qu'être chef d'entreprise au féminin et maman, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et puis, la genèse de l'association, c'est 3 femmes. Donc, Wilhelm Dométil, Linda Nirenda et moi-même, qui étions amis, qui collaborions ensemble, qui collaborons toujours d'ailleurs sur des dossiers. Et on s'est rendu compte qu'on faisait face aux mêmes problématiques, aux mêmes blocages parfois. Et on a commencé à beaucoup s'entraider sur ce sujet-là, le sujet de la femme entrepreneur, de la maman entrepreneur. Et on a décidé d'étendre en fait ce petit groupe à toutes les femmes qui souhaiteraient nous rejoindre. Et on a constaté qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui nous ont rejoints et qui finalement partageaient les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, puis les mêmes ambitions aussi. Parce que les femmes entrepreneurs sont tout aussi ambitieuses que les hommes entrepreneurs, mais ce n'est pas forcément toujours reconnu à sa juste valeur, ce n'est pas toujours encouragé non plus, notamment chez les plus jeunes. Donc nous, on a créé ce réseau pour être plus fortes ensemble, en fait. Vous connaissiez, Béatrice, Business Mom ? Oui, je connaissais Business Mom. Je sais aussi qu'il y avait différentes associations qui ont milité, qui militent toujours. D'ailleurs, je ne sais pas si elles sont encore toutes en activité et en exercice, mais pour l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des mamans. Donc c'est une très bonne et très belle initiative. Alors, c'est quoi les difficultés ? Est-ce que c'est... Que j'avais demandé. Ah ben voilà. Parce que vous n'êtes pas chef d'entreprise. Non, je ne suis pas chef d'entreprise. Alors, c'est quoi J'ai une entreprise, mais c'est des politiques. Voilà, c'est une entreprise politique. Donc, c'est quoi les difficultés ? C'est des difficultés concrètes, c'est des difficultés, disons, de logistique, c'est aussi des difficultés à aller vers le métier de chef d'entreprise, c'est quoi ? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a la difficulté à aller vers le métier de chef d'entreprise parce que le modèle dominant chef d'entreprise, c'est toujours représenté par un homme. Si vous tapez sur Google tout simplement chef d'entreprise, sur Google Images, vous trouverez plus souvent des images d'hommes. Donc c'est toujours cette référence au masculin qu'on a et qu'on transmet pour le chef d'entreprise. On n'encourage pas du tout les jeunes filles à entreprendre, à devenir leur propre patron. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est encouragé. Et puis quand finalement on le devient,
là, la société finalement accepte que la femme soit chef d'entreprise, à la condition qu'elle gère aussi le foyer comme elle l'a toujours fait, les enfants comme elle l'a toujours fait, et l'ensemble de la logistique, si vous voulez, familiale. Donc, on dit souvent que les enfants sont une contrainte, et moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. Les enfants ne sont pas une contrainte, c'est une réalité qu'on a le plus souvent choisie, en tout cas qui est bien là. Simplement, s'il y a un partage des tâches qui n'est pas forcément équilibré, effectivement, ça peut être compliqué. Et puis, il arrive, et on a eu des témoignages comme ça au sein du réseau, que les compagnons ne valident pas toujours le choix. Voilà, donc ça peut être un petit peu, ce sont les mêmes types de difficultés qu'une femme. Une femme politique rencontre. On parlait en rigolant de ma petite entreprise de politique, mais bon, si les conjoints ne sont pas aidants, parce que les journées, notamment en campagne électorale, elles sont longues. Si vous ne pouvez pas rentrer pour faire le repas, s'occuper des enfants, etc., si le conjoint n'est pas aidant, c'est compliqué. Oui, non, c'est une vraie organisation. Alors, les enfants aussi, soit dit en passant, en l'occurrence. Moi, je vis avec un ado de 17 ans que j'ai pris entre quatre yeux au début de la campagne pour lui dire, bon, à partir de maintenant, tu vas devenir beaucoup plus autonome. Donc, voilà, nous allons partager un fichier commun où tu vas faire la liste des courses, tu vas mettre ce dont tu as besoin et nous allons faire les courses ensemble, mais c'est toi qui dois le faire parce que moi je n'aurai pas le temps. Et voilà. Bon, donc il y a une organisation à mettre en œuvre en effet dans la famille, mais on est tous confrontés en effet, et c'est en ça que je disais que j'adhère à ce que Madame disait sur Marie. Voilà, je cherchais Marie. Ce que Marie disait sur le fait d'être quelque part, d'être féministe, parce qu'on disait Meryl était féministe, parce qu'elle casse les codes. C'est-à-dire qu'il faut casser un peu cette dynamique par laquelle on entend que la femme ne peut pas être chef d'entreprise, comme elle ne peut pas être femme politique. C'est toujours très compliqué. On dit, mais est-ce que tu as fait le bon choix? Mais comment tu vas faire avec ta maison, avec tes enfants, avec ton mari? C'est une organisation, et puis tout le monde doit y mettre du sien. Et la difficulté, ou le problème, c'est qu'on ne pose pas la question à un homme. Non. C'est ça. Et on ne lui pose pas la question non plus. Moi, je suis encore très surprise quand on m'appelle justement jeune en politique. On n'a pas posé la question au préfet de Martinique s'il était trop jeune pour être préfet. C'est vrai, 40 ans ou 41 ans. Voilà. On n'a pas posé la question au président de la République s'il était vraiment trop jeune. Bon, là, c'était quand même exceptionnel. N'empêche qu'on a eu un président qui avait moins de 40 ans. Clair. Et aujourd'hui, quand bien même on aime ou on n'aime pas sa politique, le fait est qu'il a moins de 40 ans, il est plus jeune que moi en l'occurrence, et que personne ne va remettre non plus en cause la légitimité de sa présence dans une sphère de pouvoir, qu'elle soit... Et on a des chefs d'entreprise, Facebook ou d'autres, qui sont des gros chefs d'entreprise, ils sont jeunes, ils sont très jeunes, et pourtant ce sont des mastodontes, et on ne leur pose pas la question de leur âge. D'ailleurs, ce sont beaucoup des hommes, d'ailleurs. On parlait de l'Internet, effectivement. Mais la réalité, c'est que nous devons, en effet, créer une société où, en effet, on incite les femmes, les jeunes femmes, notamment, très tôt, à cet entrepreneuriat, quel qu'il soit, en fait, à exister comme elles le souhaitent dans la société. Alors, il y a la question qui est posée par Businessman, la question, effectivement, de la féminité et donc de l'organisation, mais il y a aussi la question de l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire, moi, en préparant l'émission, j'avais en tête, j'avais les mots de mon grand-père. Quand j'étais gamine, mon grand-père, Papa Raymond, qui me disait, quand je disais je vais être journaliste, il disait mais non, ça qui est journaliste, fais docteur, fais fonctionnaire. Oui. C'était ça la voie royale. Bon, on a évolué. Aujourd'hui, la fonction publique ne recrute pas autant qu'avant. Mais là aussi, il faut faire avancer les choses, les mentalités sur l'idée de l'entreprise aussi. Oui, de l'entreprise, de la prise de risque. Parce qu'effectivement, quand on crée son entreprise, forcément, on se jette un petit peu dans le vide, même si on se prépare, il y a beaucoup d'inconnus. Et je me rappelle d'interventions qu'on faisait avec les deux cofondatrices, et on a souvent des questions sur ce choix de l'entrepreneuriat. Pourquoi on a choisi l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une passion, un hobby, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours une injonction à se justifier quand on est une femme pour expliquer pourquoi on a choisi l'entrepreneuriat. Ça semble encore aujourd'hui parfois
un peu bizarre et on imagine forcément qu'on a des métiers dits féminins. Nous, c'est un des businessmen, on a des femmes qui travaillent dans le BTP. Donc, il n'y a pas de secteur a priori féminin ou a priori masculin. C'est ce que je dis tous les jours à mes enfants, faites ce que vous voulez tant que vous aimez ce que vous faites. Point. Et alors, pour le coup, les personnes qui sont autour de vous, donc dans cette association, vous êtes quoi? Les membres, c'est une soixantaine, une cinquantaine? Oui. Et généralement, bon, même si c'est compliqué ou c'est un petit peu bizarre d'avoir à se justifier, mais les motivations, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est pas... je ne vais pas faire la réponse. C'est quoi les motivations? Je pense que les motivations, elles changent d'un individu à un autre. Oui. Je pense que pour certaines femmes, il y a une quête de liberté. En tout cas, c'est d'abord ça, non? Moi, c'était mon cas, en tout cas. Une quête de liberté, de travailler comme on l'entend, de s'organiser comme on l'entend, de créer aussi, d'avoir cette liberté de créer qu'on n'a pas forcément quand on est salarié. Pour d'autres, ça va être la possibilité d'organiser son temps comme on le souhaite, être présent pour ses enfants, etc. Pour certaines, ça va être ça, mais pas pour toutes. Pour d'autres, ça va être une expertise, une passion qu'elles exercent depuis toujours et qu'elles ont envie d'exercer à leur compte. Les motivations, si vous voulez, elles sont très différentes. On a des femmes qui ont créé juste après leurs études et des femmes qui ont créé après 10 ans, voire 15 ans de salariat, voire plus, exactement. Donc, j'ai interviewé dernièrement une femme pour la newsletter Osla qui a créé à 54 ans. Et elle n'a aucun problème avec ça, mais on lui a parfois posé la question, 54 ans, etc. Elle m'a dit, oh non, au contraire, mes enfants sont grands, ils s'assument, j'ai du temps, j'ai encore plein d'années actives devant moi, et puis il est temps que je fasse ce que j'ai envie de faire. Donc je pense qu'il y a souvent l'envie de travailler comme on l'entend. Comme on veut, on est libre. Comme tous les entrepreneurs finalement, c'est-à-dire une marge de manœuvre qui est plus large. Même s'il y a beaucoup de contraintes. Parce que c'est vrai que l'image aussi, alors on parle d'une façon générale, et ça je m'adresse aussi à Béatrice, l'image du chef d'entreprise, et notamment chez les politiques d'ailleurs, et on le voit à travers les conflits sociaux assez régulièrement, c'est une image qui n'est pas forcément valorisée. On a l'impression qu'il y a une espèce, des fois on a l'impression que c'est une espèce d'ogre assoiffé de pouvoir et de profit. Est-ce que aussi il n'y a pas cette image qu'il faut réhabiliter? Alors chacun fait le choix qu'il veut, bien entendu, de carrière, mais est-ce qu'il ne faudrait pas réhabiliter cette image du chef d'entreprise? Moi, je crois qu'il y a une méconnaissance du monde de l'entreprise, notamment chez les politiques. Il y a une vraie méconnaissance du monde de l'entreprise, et donc il y a des poncifs qui sont utilisés parce que ça fait bien finalement de cracher, entre guillemets, sur le gros entrepreneur, le capitalisme et tout ça. Bon, sauf qu'il y a une différence entre des chefs d'entreprise qui parfois ont des années d'exercice et puis qui, au bout d'un moment, ont de quoi laisser rouler leur activité, et puis les entrepreneurs qui sont à la manœuvre tous les jours et qui ne peuvent pas s'arrêter, les artisans également. C'est dur. C'est dur et en même temps c'est très valorisant. Je crois qu'il faut aussi dire que, comme tout, on monte un projet, et en politique il faut qu'on soit aussi dans ça. C'est parce que parfois c'est pas les moyens personnels qui sont mis dans l'entrepreneuriat public, parce qu'il y a une main et il y a quelque chose qui se passe aussi dans la création publique. Parfois, on a du mal à évaluer, on a du mal à mesurer, parce que ce n'est pas ses moyens propres, mais l'entrepreneur, lui, ce sont ses moyens propres. Donc, il y a quelque chose de l'investissement et du risque qui est évidemment beaucoup plus important, beaucoup plus marquant. Et il faut le dire, il faut valoriser cela. Bien sûr, mais il faut l'accompagner. En tant que politique, c'est ce que je dis. Il faut accompagner l'entrepreneuriat, peut-être plus que l'entreprise en elle-même, mais l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité finalement des personnes à créer et à fonder, à manifester leurs rêves, parce qu'il y a aussi des choses qui sont du domaine du rêve, à créer aussi leurs espaces de liberté, parce que tout à l'heure on parlait de liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté d'agir sur un certain nombre de secteurs. Moi j'ai rencontré il y a quelques jours une couturière merveilleuse, elle est au fin fond de Rivière-Pilote, mais c'est des doigts de fée, et je lui dis, mais lance-toi. Et il y a la peur, et puis il y a le fait qu'elle a appelé 10 fois certains services et qu'elle n'a pas la bonne réponse. Voilà. Et donc il faut de l'accompagnement. Voilà. Ce que je voulais dire, il y avait deux choses. Alors, il y avait un mot qui défilait derrière vous, qui était charge mentale. Je voudrais qu'on y vienne, charge mentale de la femme. Donc gardez ça dans le coin de votre tête, que je n'oublie pas. Mais avant, juste une précision. En fait, le tissu économique en Martinique, c'est 97% de TPE. Donc des gens qui ont, des entreprises qui ont 0 salarié, 1 salarié, 2 salariés, toutes petites entreprises. Donc est-ce que, effectivement, il faut peut-être promouvoir, parce que pour les femmes notamment, c'est un espace d'émancipation.
mais aussi il faut être sacrément organisé. Hein. On dit que les femmes ont plusieurs cerveaux, mais là c'est je suis ça, je suis chef d'entreprise, je suis maman, je suis machin. Hein. Et puis aussi, il faut aussi peut-être démystifier aussi des choses, parce qu'il y a eu ces dernières années, par exemple, une espèce d'encouragement à être auto-entrepreneur. Parce qu'il y a un problème du chômage, par exemple. On dit aux gens, créez votre entreprise. Mais on ne peut pas le faire comme ça, créer une entreprise. Il faut un savoir-faire, il faut effectivement être accompagné. Peut-être que votre association aide à ce niveau-là, non, Marie? Alors nous, notre association, elle réunit des femmes qui ont déjà créé. D'accord. Parce que finalement, on parlait d'accompagnement. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent en termes d'accompagnement à la création. Mais l'accompagnement au développement, c'est beaucoup plus compliqué et il y a beaucoup moins d'aide finalement et de dispositifs. Alors que les vraies difficultés des entreprises, créer, c'est bien. C'est déjà un premier pas qui est très important. Mais ensuite, pérenniser son entreprise, développer, c'est compliqué. C'est quoi les difficultés précisément? Les difficultés, ça va être par exemple pivoter, changer d'orientation. L'année dernière, l'année 2020 était une année catastrophique pour un certain nombre d'entreprises à cause de la crise sanitaire. Oui. Et bien sûr, elle a touché différemment les différents secteurs d'activité, mais il a fallu s'adapter, être agile et parfois faire le deuil de certains projets et basculer sur d'autres projets. Se dire qu'il faut passer urgemment à la digitalisation, proposer d'autres types de services pour s'adapter à ce nouveau contexte auquel personne ne s'attendait. Donc le chef d'entreprise, sa grande force, c'est cette capacité à s'adapter. Et puis, et là, le réseau est vraiment là pour ça. Il faut s'entourer, effectivement. Comme vous le disiez très justement, il y a une majorité de TPE en Martinique. Et on est seul, finalement. Le chef d'entreprise est déjà seul, mais quand en plus on n'a pas de salariés, pas forcément d'associés, etc., pour échanger, c'est encore plus compliqué. Et les réseaux sont là pour justement sortir de cet isolement, partager ses difficultés, trouver des conseils, du soutien, etc. Donc c'est surtout ça qu'on propose au sein du réseau. C'est vrai, alors peut-être que vous avez eu encore plus de grains à moudre en 2020, parce que cette année était exceptionnellement difficile pour les entreprises, les grosses, les petites et moyennes, celles du secteur touristique, notamment la restauration. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient misé sur un développement de leur chiffre d'affaires en 2020, parce que 2019 a été une bonne année du point de vue de la croissance en Martinique, hein, ça il faut le dire. Et 2020, avec ce Covid, patatras. Est-ce que vous avez eu donc à intervenir de façon un peu spécifique pour aider, pour accompagner même psychologiquement les femmes qui sont autour de vous, parce que ça n'a pas été évident, sans compter que, il y a eu effectivement des mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement quand même, pour essayer de réagir. Oui. Comment vous êtes intervenu sur ce thème-là? Alors à plusieurs niveaux, déjà, bien sûr, on a digitalisé l'ensemble de nos ateliers, puisqu'on organise des ateliers tous les mois sur des thématiques de business, de développement de notre potentiel, de développement personnel, etc. Donc là, on a digitalisé l'ensemble de nos ateliers et on les a ouverts à toutes les femmes. Donc toutes les femmes, entrepreneurs ou pas entrepreneurs, d'ailleurs, on a même eu des hommes qui souhaitaient participer, échanger, rencontrer des expertes, ont pu le faire pendant le confinement, pendant qu'on était tous enfermés chez nous. Et puis, il y a eu effectivement des liens, de la solidarité entre les différents membres. On a un groupe WhatsApp, donc on échangeait, on prenait des nouvelles les unes des autres, etc. Puis on a aussi instauré, puisqu'on a des coachs au sein du réseau, un soutien individuel et collectif aux membres du réseau qui le souhaitaient. Donc les coachs ont donné de leur temps gracieusement pour recevoir ces femmes et les aider à traverser cette période qui était très difficile. Et puis nous, on était là pour créer ce lien, en fait, pour maintenir le lien, parce que finalement, le confinement a exacerbé l'isolement. Et donc là, l'idée, c'était de vraiment garder ce lien avec toutes les femmes. Alors Béatrice, on disait que ce n'était pas non plus très évident pour une femme finalement d'embrasser une carrière politique qui l'amène le plus loin possible. Et notamment, alors, il y a quelque temps, on avait Myriam Moïse sur le plateau de Forme, et on parlait de la différence qu'il y avait entre la Martinique et la Guadeloupe. On a l'impression qu'en Guadeloupe, les femmes, on parle de Gerty Archimède, on a Lucette Bichot-Chevry, on a sa fille, Marie-Luce Panchard, on a eu Georges Paul-Angevin, etc. Des femmes qui ont finalement gravi tous les échelons, en fait, du niveau. On a là Josette Borel-Lincertin qui a commencé la politique très tardivement, d'ailleurs. Exactement. Pourquoi et en Martinique, on a la sénatrice Catherine Concorde, on a Madame Josette Manin, qui a été... On a eu Catherine Néris, on a eu Madeleine de Grandmaison. Oui, Madeleine de Grandmaison. Madeleine de Grandmaison comme conseillère régionale. Notamment, mais également députée européenne. Oui, députée européenne, présidente de la RDTM, du Tout à fait. comité martiniquais du Tout à fait. Mais c'est bien ça, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on finit par oublier.
Et peut-être parce qu'on ne les valorise pas suffisamment. Au final, en Martinique aussi, Oui, on a un peu mais du mal. député européen, c'est peut-être député européen. Oui, mais C'est ça aurait été un homme qu'on s'en Oui, serait souvenu. oui, non, mais c'est parce que c'est plus éloigné, c'est Étrangement. peut-être plus éloigné de Voilà. nous, et puis il y a des taux d'abstention quand même, sans vouloir minimiser, hein. Il y a des taux d'abstention qui n'ont rien à voir avec des élections territoriales, Aussi. notamment. Bon, donc, donc finalement, vous me dites que c'est bien, alors il y a assez de femmes. Ah, pas du tout. Ah bon, ouais. Il n'y en a pas assez. Voilà. Non, mais la valorisation, justement, de la présence aussi de ces Mais femmes. pourquoi ici, en Martinique? Est-ce que vous voyez une différence entre la Guadeloupe et la Martinique? Moi, j'ai vu une différence, mais je pense que c'est parce que la porte a été ouverte en grand en Guadeloupe par un certain nombre de femmes et par des femmes, évidemment, assez exceptionnelles en termes de poigne. De charisme. Oui. Enfin, quand on a une Lucette Michaud-Chevry, vous avez du mal après à dire à une femme qu'elle ne peut pas faire quelque chose en politique en Guadeloupe. Donc, je pense que ça a ouvert la porte, même si, et là, sans parler d'autre chose, c'est-à-dire de sa force politique, elle a quand même participé à ouvrir les portes aux femmes politiques de Guadeloupe. Je pense qu'il y en a moins eu, où elles ont été moins portées. La preuve, la première présidente du Conseil général, c'était Josette Manin. La première sénatrice, c'était Catherine Conconne, au XXIe siècle. Oui. On a attendu longtemps. Voilà, on a attendu quand même. Mais vous, comment vous êtes venue à la politique, vous? Le militantisme. Moi, j'ai commencé militante, syndicaliste, étudiante, déléguée, académique. Enfin, et dans un milieu familial politique? Non, même pas du tout. Personne. Mais personne vous a dit du coup, non, c'est pas pour toi. Non. Mais enfin, mon père aurait eu du mal parce que je l'accompagnais aussi tous les dimanches au foot. Donc, il a jamais contrarié. Personne n'a jamais contrarié. Donc, militantisme syndical. Voilà. Et après, vous êtes rentré au PS quand? Alors, j'y suis rentrée, j'y suis ressortie. Étudiante, j'étais plutôt militante syndicale à l'UNEF, donc voilà. Et donc, j'étais plus au parti. Pour tout dire en plus, d'ailleurs. À 16 ans, j'ai commencé plutôt à militer dans les rangs du Parti communiste, parce que la ville où j'ai grandi était communiste. C'était quoi? C'était où? C'était Tremblay en France, dans le 93. Vous avez grandi là-bas. dans... Voilà. Et le maire, qui est encore maire... D'accord. Le maire. Qui a été député maire pendant très longtemps également, jusqu'à ce que... Il n'a pas 45 ans, lui. Non. Voilà, donc ça dérange personne. On travaillait beaucoup sur la jeunesse, sur justement la structuration de la ville pour les jeunes femmes et dans le milieu associatif. Donc c'est comme ça que ça commence en fait. C'est l'envie de participer à la vie publique de son quartier, et puis après de sa ville, et puis après on élargit. Et moi, ça fait des années, donc je ne sais même plus. En tout cas, en Martinique, j'ai réadhéré au Parti socialiste en 2004 ou quelque chose comme ça. Et alors donc, peut-être qu'un jour, comme vous êtes maintenant secrétaire national à l'égalité réelle, peut-être qu'un jour on peut vous voir première secrétaire du PS après Olivier Faure ou machin. Mais je dis ça en forme presque de provocation parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes à part Martine Aubry depuis 69. Oui, première comment on dit première secrétaire nationale. Oui. Il n'y a eu qu'une femme, de 2008 à 2012. Comment ça s'explique? Est-ce qu'il y a un plafond de verre aussi au PS, qui est pourtant un parti assez égalitaire? Là, par exemple, il y a une candidature de femme. Je ne sais pas si c'est un plafond de verre ou si aussi parfois, alors il y a des courants au PS et quand même des choses un peu fortes, mais je pense que ça va avec le cycle un peu politique. Il y a quand même, malgré tout, on en dit ce qu'on veut, il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Sauf avec la parité, mais même là, on peut faire remarquer quelques petites choses qui se passent politiquement, mais il y a quand même beaucoup plus d'hommes en politique qu'il n'y a de femmes. Bon. Et même lorsque il y a des femmes, parce que la parité l'oblige, j'ai déjà fait la réflexion, mais en Martinique, posons-nous la question. Il y a une tête de liste, par exemple, municipale, donc, et la parité oblige à ce qu'il y ait une femme juste en bas. Regardez. Après l'élection. La première combien adjointe. De femmes sont premières adjointes? Oui. Vous avez fait j'ai essayé de faire le compte, mais voilà. Combien Je crois qu'il y en a 3, quelque chose comme ça. Alors, il y a 4 femmes, il y a 4 maires. On a évolué quand même. Il y a 4 maires, avant il y en avait moins. Mais effectivement, au niveau des premiers adjoints, donc il y a moins de premiers adjoints. Je crois qu'il y en a 4. Je vais faire, il faut que je fasse le compte. Je vais compter. On regarde. Bon, et puis on a aussi, même malgré la parité, on a des candidats qui arrivent à
préféré payer une amende. Par exemple, dans la parité sur la députation, on a eu un candidat qui a été avec un homme et donc qui a payé une amende. Et en l'occurrence, sans vouloir le citer, c'est le député de Fort-de-France, Serge Letchimy, qui a préféré mettre un homme qui est en plus déjà maire, puisqu'il a mis Didier Laguerre. Bon. Mais l'amende n'est peut-être pas. C'est combien l'amende? Suffisamment C'est combien l'amende? Je ne sais pas. Bon, alors là encore, vous me donnez du boulot. Hein. Donc, amende, parité. Refus de parité. Et puis l'autre, c'est le nombre de femmes premières adjointes. Bon, c'est mes devoirs de week-end. Mais à la rigueur, même adjointe. Oui, on va chercher. Alors, je promets des choses aux téléspectateurs, téléspectatrices. Il faut que je fasse mes devoirs. Il faut que Max me rappelle ça. Oui, donc on disait donc il faut peut-être. Ma question c'était ça. J'avais perdu le fil. Est-ce qu'il faut aller plus loin que les lois qui existent? Donc on parlait de la loi sur la parité. Il y a la loi sur l'égalité aussi, l'égalité réelle. On a quand même beaucoup évolué avec la loi sur la parité. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin en termes législatifs ou que les choses s'ancrent dans la réalité? Je crois qu'il faut avoir une vraie volonté politique, en l'occurrence même localement, il faut avoir une vraie volonté. Non mais dire ça, il faut une vraie volonté politique. Non, parce qu'il n'y a que des mots. Mais précisément, là, c'en est encore, là. Non, comment on fait? Non, mais oui, comment on fait? Votez pour moi. Voilà, vous n'avez pas voilà. Bon, vous dites c'est des mots. Il faut agir, mais il faut agir avec les jeunes. Moi, je pense qu'il faut commencer très tôt. Il faut commencer très tôt à l'endroit des filles, mais également à l'endroit des garçons, pour leur dire, voilà, chacun peut devenir ce qu'il veut. Le petit conte de fées qui pour vous est un conte de fées de je vais travailler, ma femme reste à la maison, c'est fini. Les femmes ont le droit et ont presque le devoir aujourd'hui d'ailleurs de pouvoir devenir ce qu'elles veulent. C'est toute cette mentalité, il faut sortir des carcans. Voilà, il faut faire tomber les carcans. Comment on fait, Marie? Est-ce que vous avez Oui, mais je rejoins Béatrice. Pour moi, c'est l'éducation en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est dès l'école et dès l'école primaire. Il ne suffit pas d'en parler à l'université, par exemple. C'est dès l'école primaire. Il est presque déjà trop tard à l'université. Oui. Complètement. En fait. Dès l'école primaire, il faut démontrer aux garçons et aux petites filles qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils peuvent faire les mêmes rêves, qu'ils peuvent faire les mêmes métiers, qu'ils peuvent être entrepreneurs ou pas s'ils le souhaitent, mais en tout cas, qu'ils ont le droit de faire les mêmes choses. Et le problème, c'est qu'on enferme les petits garçons et les petites filles dans des approches complètement genrées et qui font que les garçons sont amenés à prendre plus de risques. Un petit garçon qui se casse la figure, on va lui dire « relève-toi, il faut que tu sois fort ». Et une petite fille, on va la cajoler. Donc déjà là, à la base, même à 3-4 ans, il y a déjà un problème. Donc moi, je sais que ma petite fille me dit « oh, tu es jolie ». Oui, mais elle n'est pas que jolie, en fait. Elle est intelligente, elle est drôle, etc. Et à mon petit garçon, on va moins facilement lui dire qu'il est joli, on va valoriser d'autres qualités chez lui. Donc je pense que c'est là, en fait, qu'il faut travailler, et les parents, mais aussi l'école. C'est clair. L'école a un vrai rôle. Non, ça me rappelle une petite anecdote parce que je l'ai racontée hier et j'ai envoyé la photo, je te l'enverrai. Très tôt, moi, 4-5 ans, j'avais décidé justement, que je perdais trop de temps à être coiffée par ma maman. 2, que j'avais besoin de jouer et qu'on me posait des problèmes. Ma mère me posait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés parce que j'avais toujours du sable dans les cheveux, les genoux et les pantalons abîmés. Voilà, parce que je joue au foot, je joue au billes, je joue aux cartes. Bon, et du coup, j'avais pris une décision radicale qui m'a suivie jusqu'à 7 ans environ, c'est que j'avais décidé de me couper les cheveux. Donc à chaque fois qu'il repoussait, je coupais une natte pour que voilà, le problème de coiffure soit réglé, pour que je puisse faire ce que je veux. Et mes parents, enfin, j'ai envoyé cette photo-là, c'était très drôle à un ami hier, et je lui dis, voilà, moi j'avais déjà fait ma petite révolution, c'est peut-être pour ça, je me baladais partout, j'avais ma trottinette déjà très petite, mon vélo. Au lycée, on m'appelait Miss Vélo parce que je me baladais partout en vélo. Voilà, c'était aussi ça. C'est arriver à s'assumer. Votre personnalité. Oui, voilà. Mais c'est rigolo que vous disiez ça, Béatrice, parce que hier aussi, moi, j'ai vu sur Internet, vous savez, quand vous êtes sur Facebook, il y a des choses qui remontent. Une vidéo de transsexe, en fait. La réalité des gens qui naissent avec 2 sexes, mais qui expliquait que quand elle était petite, on lui avait fait... En fait, il y a une injonction de choisir son sexe. Et donc, elle parlait de mutilation, parce qu'on lui a... Voilà, elle parle de mutilation. En fait, on reste dans cette société genrée, en fait, malgré effectivement le travail de toutes les associations qui promeuvent l'égalité et finalement l'identité, en fait. On a le droit d'être de qui on veut. On reste toujours...
On reste encore et peut-être encore. On ne sait pas encore, on n'a pas encore défini comment en sortir réellement. Oui, Moi, je difficile. pense en effet, comme le dit Marie, c'est vraiment l'éducation. Il faut aller très loin dans l'éducation. Et puis là, les gamins, ils voient aller quelques 300 000 images en quelques jours. Je pense qu'il faut aussi des méthodes modernes, c'est-à-dire que ça puisse se voir. Et tout à l'heure, tu parlais, Barbara, de la méthode. Moi, je pense qu'elle passe également par des quotas sur quelque chose, la présence de plein de choses, peut-être, qu'il va falloir imposer, parce qu'il faut aussi que ces jeunes qui aujourd'hui sont confrontés à tellement d'images, tellement tellement du monde, en fait, tellement de l'altérité, il faut leur donner les codes, et peut-être que les codes qui étaient les nôtres, là, on est un peu has-been. Moi, il y a des moments où je me dis, mais comment on fait pour travailler encore avec les enfants comme on travaillait il y a 20 ans? C'est fini. Alors, voilà. Et donc, à l'école, avec des outils qui sont les outils actuels, les téléphones, les TikTok et autres, ça doit être des moyens d'éducation à mettre à disposition des jeunes. En tout cas, on essaie d'y contribuer sur ce plateau Forme en donnant la parole qu'aux femmes. On essaie de rétablir un peu, donner les exemples. Alors, je voulais qu'on revienne sur le mot charge mentale. Est-ce que la charge mentale, quand on est femme, chef d'entreprise, est forte? Et est-ce qu'elle est de moins en moins? Comment on fait pour qu'elle le soit moins? Est-ce que ça part effectivement de la bonne volonté des compagnons notamment? Comment on fait? Est-ce que c'est une notion qui fait sens pour vous? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle est forte pour toutes les femmes. La charge mentale, pas forcément pour les femmes entrepreneurs. Je pense qu'elle est importante pour toutes les femmes. On a commencé à en parler, on en parle de plus en plus. Et effectivement, quand on est entrepreneur et qu'on a cette charge mentale, parfois, on a du mal à gérer. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est le partage des tâches qui peut faire qu'on ait une amélioration sur ce sujet-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est la maman qu'on doit forcément faire l'ensemble des rendez-vous médicaux, l'ensemble des rendez-vous avec les professeurs, l'ensemble des devoirs scolaires. On l'a vu pendant le confinement, par exemple. Tout le monde était confiné, donc tout le monde était vraiment là, mis sur un même pied d'égalité. Tout le monde à la maison, tout le monde en télétravail. Et pour autant, ce sont les femmes qui se sont occupées en majorité de faire l'école à la maison et du reste, effectivement. Et ça a été très, très compliqué pour les femmes. Oui. Donc la charge mentale, c'est quelque chose à discuter, effectivement, avec son conjoint, sa conjointe. C'est vraiment la communication, je pense, qui peut régler cela. Et puis, que les hommes puissent aussi davantage se renseigner sur cette fameuse charge mentale, parce qu'il y a certains qui sont ouverts à la discussion, d'autres non. Il y a beaucoup de BD, de livres, etc. On trouve beaucoup de choses sur Internet qui sont parfois très drôles d'ailleurs sur la charge mentale. Et c'est aussi cette prise de conscience de part et d'autre qu'il y a une charge mentale et que c'est un problème, effectivement, de devoir penser à tout, de devoir tout organiser tout le temps, en plus de son travail ou de son entreprise. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais une question à Béatrice. Est-ce qu'il y a une façon féminine d'exercer le pouvoir? Oui. Qui est caractérisée par quoi? Je pense par justement cette capacité à gérer peut-être plusieurs choses en même temps, à avoir une vision un peu holistique des choses, donc une vision globale, à peut-être davantage parfois de bienveillance, même si dans l'exercice, plus il est long et plus on voit des travers aussi se mettre en place. Mais je pense en effet que la bienveillance que l'on retrouve chez les femmes en général, alors après on va dire c'est l'instinct maternel et tout ça, donc on retombe dans les poncifs, les stéréotypes. Et les stéréotypes. Mais je crois quand même qu'il y a un management féminin qui n'est pas obligatoirement le même, mais qui est dû justement à cette éducation qu'il faut faire évoluer, qu'il faut peut-être faire évoluer justement vers le féminin. Et je crois résolument que le fait que nous ayons été, ou que nous soyons encore les victimes parfois, et là c'est la féministe qui parle de l'intersectionnalité, donc de discriminations diverses, de regards divers qui peuvent être des regards aussi qui sont discriminants pour nous emmène à prendre soin, en tout cas, dans des situations
situation particulière des personnes qui nous environnent et des difficultés qu'elles peuvent rencontrer de façon différente. Mais on en a parlé, là, par exemple, l'association de Marie, c'est une association de femmes entrepreneurs, c'est finalement une association en non-mixité, mais parce que c'est à un moment, on se retrouve dans des situations où, entre nous, parce qu'on ne va pas remettre en cause ce dont on parle, parce qu'on ne va pas remettre en cause la manière de laquelle on le vit, on va trouver des solutions et on va ouvrir le dialogue. Et c'est comme ça aussi, finalement, qu'on arrive à dégager, à dégoupiller des freins. Et donc, il y a un management féminin, parce qu'on est capable aussi de ça lorsque on est ensemble, c'est à trouver des solutions féminines et puis à les ouvrir après, d'ailleurs, et à les partager. Alors je vais recommander à Marie de se rapprocher. Est-ce que vous connaissez l'association des papas? Je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, mais c'est Marco Calmo qui est en Martinique. Okay. Marco Calmo, il y a une association des papas. Alors là, c'est une émission de femmes, on ne peut pas l'inviter, mais bon, dans une autre émission, je vais inviter Marco Calmo parce que je rêve de l'avoir sur un plateau. Juste petit quiz. Je ne sais pas, les papas, mais là encore, le devoir de vacances, le nom précis, mais c'est Marco Calmo, donc l'association des papas, je crois, ou des pères. Petit quiz là, combien de femmes chefs d'État on a dans le monde? Marie? Je dirais... Il ne faut pas regarder. Non, je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. Je dirais peut-être 4 ou 5, non. 21. 21. 21 femmes, oui. Sur 200 pays. Et 11 femmes dirigent des pays européens. 4 autres sont à la tête de pays asiatiques. Les 6 autres sont équitablement répartis. 2 en Afrique, 2 dans les Caraïbes et 2 en Océanie. Ah, oui, c'est pas mal. Voilà. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Question rituelle dans cette émission. Marie. Moi, je dirais bêtement, enfin pas bêtement, mais classiquement, je pense que c'est mon papa qui m'a transmis certaines valeurs, notamment celle de la persévérance, du travail au mérite, de l'effort, etc. Je dirais que voilà, ça serait mon père. Il est chef d'entreprise? Pas du tout, pas du tout. Il était directeur administratif et financier chez un bailleur social, donc non, pas du tout l'âme forcément d'un entrepreneur. Et c'était quoi ses valeurs finalement? Ces valeurs, c'est la valeur travail, la valeur solidarité aussi, puisqu'il a fait toute sa carrière chez un bailleur social. Donc, cette valeur-là était forte aussi chez lui. Donc, c'est ce qui m'a transmis, ouais. Et vous, Béatrice? Oui, je dirais la même chose en termes d'influence. C'est la personne que j'ai côtoyée le plus longtemps, donc qui m'a accompagnée le plus longtemps avec ma maman. Donc, oui, c'est mon papa avec le même, finalement, type de valeur. On retrouve le papa soutien, le papa à l'écoute, le papa aussi un peu qui parfois vous ramène à la réalité. Mon père a eu ce don de me dire des vérités entre quatre yeux et parfois il m'a dit des choses que j'avais pas envie d'entendre mais qui étaient très nécessaires. Il le fait toujours d'ailleurs. Mais ce sont des familles qui ne sont pas des familles monoparentales. Vous avez grandi dans des familles... oui, avec mes deux parents. Avec mes parents, ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Mais oui, papa gâteau et en même temps papa sévère. Papa motivant, papa sévère. Papa sévère. Ouais. Mais papa motivant, oui. Et puis juste, sévère mais juste. Oui, non, pas toujours. Non. À 15 ans, on ne considère pas que se voir refuser d'aller à une boum, ça soit juste. Voilà, c'est sévère. Voilà, boum. Même injuste d'ailleurs. Voilà, bon, mais on s'en remet. Mais oui, papa sévère, mais en même temps, papa à l'écoute, papa toujours là. Il n'allait pas non plus trop dans les réunions, c'était maman qui allait, mais il était présent quand même. Il nous emmenait en vacances, il était là. Voilà. Il m'a acheté mon vélo. Alors, réfléchissez au mot de la fin, petit jingle, mot de la fin, et puis on va conclure juste après. Alors, il nous reste quelques minutes de conclusion. Je pense, chaque fois, c'est toujours la même chose. Le temps passe, on a passé quasiment 50 minutes ensemble. On a parlé de plein de choses, n'est-ce pas? Mais ça passe trop vite. Donc, on va refaire d'autres émissions, les filles. Et en tout cas, merci d'être venues. Donc, dites ce que vous avez à dire, que vous auriez voulu dire, que vous n'avez pas pu dire, Marie. Moi, je dirais, je m'adresserai aux femmes, évidemment, en leur disant de vivre leur vie, de vivre leurs rêves et de ne pas se laisser enfermer par les dictats de la société. Aujourd'hui, on a cette opportunité-là et il faut la saisir. Voilà. Donnez peut-être une petite adresse de votre association, c'est business... Alors, c'est businessmam.com pour le site internet. B-I-Z-N-E-2-S.
mam.com. Et la newsletter Ozla, c'est ozla.fr. Merci d'être venue, Béatrice. Dites pas voter pour moi, parce qu'on va vous j'ai pas censurer. le droit. On va vous censurer. On va vous censurer. Je ne le dis pas, mais je le pense. Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire à toutes les femmes, en effet, comme l'a dit Marie, vivez vos rêves, vivez vos envies. Si vous ne vous sentez pas assez forte pour le faire seule, appelez-nous, parce que nous sommes là pour ça aussi. Nous sommes visibles, nous avons pris en tout cas cette décision de militer pour la femme et pour que la société se féminise aussi. Je suis une féministe, je le répète. N'hésitez pas, rêvez. Nous ces femmes fortes et nous péfeilles. Et soyez qui vous êtes. Voilà. Voilà. En tout cas, merci mesdames d'être venues. Merci Et puis, d'avoir nous, on se retrouve dans une prochaine édition de Femmes avec des femmes toujours aussi inspirantes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Restez sur Zitata. Femme.